Alors, il y a une petite histoire quand même à raconter, c'est que ce plafond peint, il est miraculeusement sauvé. Je résume rapidement puisque ce n'est pas l'essentiel. En 1978, M. Rubio achète cette maison, qui est une vieille maison, donc un peu délabrée, et en faisant tomber un plafond peint, une cloison, le plafond peint apparaît. Alors immédiatement, on met, disons, les autorités, disons, de la conservation sur le coup. Ils arrivent, ils sont évidemment très émotionnés et même, disons, surpris par cette découverte. Et ils promettent évidemment de faire quelque chose pour sauver ce plafond. En réalité, nous sommes donc en 1978. Ceci n'arrivera qu'au début du XXIe siècle, quand un amateur éclairé, ou un couple d'amateurs éclairés, monsieur et madame Picard, sont séduits par le lieu et vont se charger de la réfection de ce plafond. Alors, c'est une réfection particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas, comme dans certains cas, une mise en valeur peut-être un peu éclatante, mais qui n'est pas la bonne. C'est retrouver les peintures et les matériaux utilisés à ce moment-là pour rénover ce plafond. Voilà. Voilà donc pour l'histoire, si vous voulez, de cette redécouverte et de si vous voulez, de ce sauvetage vraiment inespéré. Alors, deuxième point, à préciser, nous sommes ici dans la partie bourgeoise ou noble de Montagnac. Montagnac a une très riche histoire, longtemps négligée. On parle beaucoup de Pézenas, mais Montagnac a beaucoup d'autres, disons, trésors à montrer. Petit à petit, ils sont mis en valeur. Comme vous pourrez le constater, nous sommes dans une rue, par exemple, où les hôtels particuliers se succèdent. Hein. Voilà. Alors, deuxième point, pourquoi en ce lieu, justement, peut-il y avoir un plafond peint d'une telle valeur? Alors, la réponse est simple. En 1436-37, on suppose évidemment, parce que là, je vous préciserai certaines choses tout à l'heure, on suppose donc que si vous voulez, l'hôtel particulier et les plafonds sont le résultat de la prospérité économique de Montagnac. Montagnac est à ce moment-là le centre de foire internationale. C'est une cité riche, donc ce qui peut expliquer justement cette dépense, puisqu'il faut aussi parler de dépense quand on se trouve devant une telle œuvre. Alors, voilà donc, si vous voulez, pour l'environnement. Hein. Alors, c'est dommage, évidemment, on ne peut visiter, si vous voulez, le bas, mais on a déjà une idée de ce que pouvait être, si vous voulez, l'hôtel particulier à ce moment-là. Vous voyez donc simplement les fenêtres à croisées, qui ont été d'ailleurs un peu remises à neuf, avec la trace de certaines portes, avec les ouvertures, mais ça certainement des ouvertures peut-être qui sont postérieures, qui non seulement illustrent la façade, mais en même temps la jouent. Hein. Vous verrez aussi, dans la disposition de cet hôtel, l'importance d'abord de la tour qui est antérieure, si vous voulez, à la réfection de l'hôtel. Hein. La tour, il faut la situer au moment du XIVe siècle par là, peut-être un peu avant. Pourquoi d'ailleurs cette tour? Quand on voit Montagnac d'en haut, puisqu'il faut aussi, dans la connaissance d'un lieu, il faut le voir sur tous ces aspects, on s'aperçoit d'ailleurs que cette tour surgit un petit peu au milieu du pâté de maison et certainement servait de tour, de guet ou d'observation avant qu'on ait terminé la construction du clocher. Là aussi, c'est une autre histoire qu'on ne l'abordera pas ici. Donc, il y a aussi un deuxième point. Quand on voit d'avion
le centre ancien de Montagnac, qui est très bien conservé d'ailleurs. On voit en gros la limite des remparts, on voit l'emplacement des portes, on voit la position de l'église. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de partage dans cette partie ancienne qui est dominée d'un côté par l'église et de l'autre côté par la tour ici de l'hôtel de Savignac. Ce qui est d'ailleurs, c'est maintenu, si vous voulez, d'une façon officielle grâce au compois où une partie est la partie du recteur, c'est-à-dire de l'église, et une autre partie qui est la partie du seigneur, du roi ou du seigneur. À préciser aussi, vous voyez, ça n'a peut-être pas de grande importance, mais depuis 1434, Montagnac est déclarée ville royale. 1434, vous voyez, nous sommes encore, alors que la croisade des Albigeois n'est pas terminée. Voyez, alors là, il y aurait des choses à voir. Et j'en viens donc à, si vous voulez, à sa seconde partie. Donc, lorsqu'on visite, les plafonds peints, il faut aussi voir l'encadrement général ou particulier. Et surtout, on est dominé par deux idées. D'abord, quand on fait des recherches sur ces valeurs. Premier constat, on n'a pratiquement aucun document sur le plafond et même sur l'hôtel de Brignac. On arrive à retrouver avec difficulté celui, certainement, qui est à l'origine de cette réfection, c'est Paul de Brignac, en occitan, le Paul de Brignac, qui aurait certainement initié cette réfection. Donc, on ne connaît pas, si vous voulez, pourquoi, par qui. Ce sont des questions qui restent sans réponse. On aura des réponses, mais d'autres réponses, c'est-à-dire des réponses plus générales. Alors, là, on est mal placé là. Donc, peu de documentation écrite du moins. Et sauf sur la famille des Brignac, que l'on peut suivre jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à ce que le nom disparaisse au profit de la famille Mouquerolles. Donc, peu de renseignements, ce qui établit une sorte de mystère dans la construction et la conservation aussi, parce qu'on se demande par quel miracle. Le miracle, on peut l'expliquer évidemment, c'est le brou de noix ou même le plâtre qu'on a mis par-dessus, qui, sans trop abîmer les tableautins, a conservé le plafond. Bon. Mais donc, le grand mystère. Mais de notre côté, il y a un aspect qu'il faut souligner, c'est qu'on a un admirable témoignage d'une époque, d'une famille, de la vie des gens. Alors, et spécialement à Montagnac. On le verra, non, c'est pas, là je ne fais pas du chauvinisme, c'est simplement parce que certains détails montrent qu'il ne s'agit pas d'un art, par exemple, qui s'inscrit dans la pré-Renaissance et la Renaissance, mais un art, si vous voulez, qui est très local. En particulier, on le voit dans les coiffures. Les coiffures ne sont pas des coiffures du 15e, mais du 14e. Pourquoi ? Il faut dire que peut-être les habitants étaient, avec la guerre de Cent Ans, étaient peut-être un peu arriérés par rapport disons, à l'évolution de la France entière. Bon, donc, c'est un témoignage, donc, je vous dis, qui est à la fois très particulier et très riche. Voilà. Alors, voilà les deux aspects. C'est pour cette raison que, quand on visite l'hôtel de Brignac, évidemment, on peut le voir de deux façons, qui sont d'ailleurs illustrées par les deux fascicules de notre association. Le 82 qui est une étude technique extrêmement poussée, et le 83 qui essaie, si vous voulez, de voir, de comprendre pourquoi si vous voulez, ce petit bijou se trouve là, initié par qui, réalisé par qui et pourquoi. Et vous verrez, bon, on peut, dans cette seconde partie,
non pas interpréter, mais donner quelques réponses plausibles. Hein. Je dis bien, parce qu'à l'histoire, il n'y a rien de précis, vous savez très bien. C'est une permanente remise en cause dans laquelle on se trouve souvent pour des sujets même les plus connus. On a eu des exemples dans d'autres domaines. Alors, on va donc visiter uniquement, si vous voulez, le premier étage, se trouvent les plafonds peints. Alors, vous avez ici une maison bourgeoise ou noble. Vous en avez d'autres dans cette rue même, il y en a dans la rue en face, etc. Donc, une demeure noble ou bourgeoise, donc de gens qui sont, disons, suffisamment riches pour faire ceci, et qui est composée, comme dans beaucoup de maisons de ce type dans Montagnac, de 3 étages. Alors, enfin 3 étages, 3 niveaux, disons. Le rez-de-chaussée est largement ouvert et aéré, et comme nous sommes dans une ville de foire importante, où les gens viennent de l'extérieur, ils viennent même de l'étranger, à ce moment-là de Savoie ou de Catalogne, ou du centre de la France, ils arrivent avec armes et bagages, et surtout avec leur tissu ou leurs produits à vendre. Alors, tout le monde loue donc les pièces ou les parties de la maison qui peuvent recevoir souvent, évidemment, les marchands qui arrivent, mais souvent aussi avec leur bétail, avec leurs mules, etc. Voyez. Donc ceci, c'est une partie qui est locative. C'est une partie d'habitation, mais une partie locative. Autrement dit, quand la foire arrive, la famille remonte au 3e étage et laisse le rez-de-chaussée libre. C'est là que se font les rencontres, disons, les discussions, etc. Vous voyez, du commercial, évidemment. Ensuite, évidemment, les foires prenant de l'importance, elles vont se déplacer. Au départ, elles sont sur la place de la mairie de l'église, donc, et dans les rues adjacentes. Ensuite, évidemment, on voit cette foire émigrer. D'ailleurs, ça commence déjà au XVe siècle, sur l'actuelle esplanade du Haut, vous voyez. Voilà. Parce qu'on peut là, évidemment, prendre beaucoup plus de place pour présenter ces produits. D'ailleurs, dans les comptes consulaires de Montagnac, qui sont en occitan d'ailleurs, on retrouve tous les ans des gens qui sont loués pour installer ces halles, ces constructions provisoires où les marchands vont aller vendre leurs produits. Voyez. Donc, d'ailleurs, je pense qu'ils devaient les exposer là et discuter plutôt d'une manière plus discrète dans le vieux Montagnac. Bon, on va abandonner le passage parce que sinon... Donc, on va rentrer parce que, vous voyez, c'est une rue où on passe beaucoup. Oui, là se rejoignent plusieurs époques. On se rend compte, par exemple, ceci, on le retrouve assez couramment dans toutes les rues et même au-delà. Ce sont simplement des arches qui dégagent une certaine superficie pour les marchands. C'est ce qu'on appelait les halles, ce qui n'a rien à voir avec les halles modernes. C'était las halles en occitan. Alors, vous verrez, l'accès, il a été refait, mais enfin, c'est un escalier en vis, évidemment, qui s'intègre dans la cour. Parce qu'on a accroché, visiblement, à la tour, au fur et à mesure, des extensions. Et certainement, vous voyez, là, on trouve aussi encore des ouvertures du XVe
Vous voyez même le reste d'une autre arche au second, vous voyez. Alors on va monter pour l'essentiel. À Montagnac, il y avait une foire par an ou deux fois? 3 foires, enfin 2 puis 3 foires. Ah, 2 et 3 foires. On parle souvent des foires de Pézenas, mais il y avait toute l'année qui était occupée par 6 foires. 3 à Pézenas, 3 à Montagnac. D'ailleurs, les foires étaient en contact avec les grandes foires lyonnaises, par exemple, bien avant les foires disons, de la Provence, parce qu'il y avait des privilèges. On voit tous les ans, enfin, toujours dans les comptes consulaires de Montagnac, on envoie tous les ans quelqu'un qui sait parler français, on signale, et pour négocier, enfin, pour rappeler au roi qu'il y a un certain nombre de privilèges que la foire de Montagnac possède et qu'il faut renouveler. Et oui, évidemment, vous voyez, quand on part d'ici, on a des extensions un peu partout. Hein. Bon, alors je vous montre le chemin. Là, il n'y a pas d'orange, non, pas de rampe. Là, on commence à voir les... Hop, que je n'enlève pas. Vous pouvez avancer parce que vous voyez, il y a des débuts, des plafonds qui sont là. Alors vous voyez, les plafonds sont, disons, d'une façon assez inattendue, à la fois dans une loggia ouverte, parce que ceci, ça n'a été fermé que récemment, donc parce qu'il faut signaler évidemment que Montagnac, comme beaucoup de villes de notre région, s'équipe non pas contre l'hiver, mais contre l'été. C'est-à-dire on cherche, si vous voulez, la fraîcheur, avec direction souvent des ouvertures vers le midi. Mais c'est un détail quand même qui a son importance. Alors voilà, donc vous avez les plafonds qui sont répartis sur 2 pièces. Ici, donc, la loggia ouverte, et c'est ce qui est encore plus miraculeux, c'est que disons, les tableautins qu'on peut trouver encore sont conservés. Et l'autre pièce, qui est la pièce d'apparat. Alors, pourquoi ceci? Bon, on n'a pas d'explication, mais il y a quand même, disons, une réflexion à faire sur la pièce d'apparat. Pourquoi ces plafonds-là? En général, on trouve les plafonds peints, comme par exemple à Capestan, dans des salles immenses, plutôt publiques, qui sont, disons, souvent animées par des ecclésiastiques, ou des plafonds particuliers comme dans les Pays de Loire, mais ce sont des plafonds royaux ici. Vous avez des plafonds donc, dont l'existence et la situation est assez difficile à expliquer. Alors nous verrons que, alors ça si vous voulez, c'est la vision technique. Nous verrons ce qu'on peut dire et ce qu'on peut surtout commenter de cette chose-là. Donc, ce sont des plafonds, disons, intérieurs, autrement dit, vraiment intérieurs et intimes même. Des plafonds qui ornent une maison particulière. C'est-à-dire que
on ne vient pas de loin pour la visiter, il y a très peu de réception, sauf dans la pièce principale. Il y en a eu d'ailleurs, on l'évoque, mais sans évoquer sa particularité. Au moment des guerres de religion, il y a une réunion importante dans la salle d'à côté, mais ça ne donne pas de détails sur le plafond ni rien. Alors, donc, des plafonds qui sont des plafonds en quelque sorte intimes. Alors, première explication, donc explication technique, c'est un constat. Alors, évidemment, vous vous rendez compte que la vision est difficile, parce que pour deux raisons. D'abord, parce que dans la journée, évidemment, la pièce est très éclairée ici. À l'intérieur, vous verrez, c'est beaucoup plus visible. Et deuxièmement, même pour la pièce intérieure, on l'a rénové, on lui a restitué son aspect ancien, donc il faut aussi le protéger. Donc vous n'aurez pas d'éclairage éblouissant. Vous savez, la lumière, c'est ce qui est le plus dangereux pour les vieilles choses. Mais évidemment, on distingue suffisamment, et il y a évidemment, si j'avais su, je vous regardais, je voulais amener le bulletin 82, je n'en ai pas amené beaucoup, parce que ça pèse. Alors, vous voyez, dans le numéro 82, justement, on a l'avantage d'avoir reproduit complètement le plafond peint, et c'est 120 petits tableaux. Hein. Alors, ces petits tableaux, d'ailleurs, on aurait pu éviter de les mettre, mais on les a souvent glissés dans le plafond, entre les poutres et les poutrelles. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On va essayer de voir. Attendez, je peux vous faire circuler ça quand même. Voilà, ça c'est l'étude technique. Hein. Ça a l'avantage d'être... je vous dis, j'en avais amené une dizaine, mais comme je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, je me suis allégé. Ah, mais tu en as amené d'autres là. Bon, il y en a d'autres ici. Voilà. Regardez la fait. Évidemment, vous aurez ici une vision beaucoup plus claire. Alors, ce sont d'ailleurs d'excellentes photos qui ont été faites en numérique, pas numérique, pardon, en argentique, et qui sont très, très caractéristiques du plafond. Alors, ici, même avec une lampe électrique, ce sera peut-être difficile. Mais, vous voyez, vous avez ici, c'est comme si, oui, vous avez une frise, vous voyez là, qui n'est d'ailleurs pas du 15e, mais qui est du 17e. Hein. Ce qui prouve que on s'est inquiété quand même de ces plafonds. Par contre, en parlant de la distance, vous voyez des écussons. Beaucoup moins visibles, ce sont les scènes, parce qu'il y a souvent une succession d'abord d'animaux fantastiques, d'écussons et de scènes disons, particuliers. Quoi. On verra, je pense qu'on verra un peu mieux dans l'autre pièce qui est moins éblouissante. On voit quelques ici. Vous voyez encore un écusson encore, mais les plus importants sont à l'intérieur. Là, par contre, vous avez... Il y en a un beau, là. Oui, vous avez... Oui, c'est surtout les plus visibles, quoi. Si vous voulez rentrer. Il était restauré j'imagine qu'il y a une photo où il y avait de la suie. Donc, oui, ça a été lavé en quelque sorte. Ça a été lavé, mais pas... Il n'y a pas eu d'ajout de peinture. Non. C'est la remise, disons, au clair, simplement, des peintures originales. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi la suie, alors? Il y avait une cheminée? Oui, là. Ah, voilà. oui. Une grande cheminée en manteau qui a été supprimée. Oui,
c'est une grande pièce pour une maison particulière. Oui. Pour une maison, disons, publique, c'est tout à fait modeste, quoi. Alors, vous verrez, bon, ils sont beaucoup plus visibles. Hein. Vous voyez, tenez, vous avez, dans sur les plafonds, vous avez d'abord des écussons. Hein. Alors, 3 sortes d'écussons. D'abord, 6 écussons qui sont ceux de la maison de Brignac. C'est-à-dire que, vous voyez, les propriétaires ne voulaient pas qu'on oublie qu'ils étaient les initiateurs de ceci. C'était quoi, c'est un chien Oui, c'est un chien qu'on dit couché avec sur fond. Oui, alors la signification, parce qu'en principe, les blasons sont accompagnés d'une devise. Là, on n'a pas la devise. Hein. Mais voyez quand même que dans ces tableautins, vous avez non seulement le dessin principal, mais vous avez toujours, si vous voulez, une fresque qui, disons, entoure le dessin principal sans le porter tort. Voilà. Alors, donc, il y a un rapport entre les chiens de Brignac et Saint-Pons-de-Monchais. le rapport, c'est-à-dire entre Le chien du symbole de Brignac. Non, attendez, c'est pas le chien, c'est le loup, un loup dressé. Un loup d'ailleurs couché, pas dressé. C'est un loup Oui, couché. oui, un loup couché, bien qu'il soit debout. Ah, oui. On a trop l'habitude de faire. Oui. Alors là, je vous dis, il n'y a pas de devise. On ne sait pas du tout. Bon, il faut dire aussi que je pense que les Brignac étaient de toute petite noblesse. Je les connais, moi, au départ, je les découvre comme éleveurs de bœufs. Mais il n'y a pas de son métier. Alors, dans les écussons, donc, ceux de Brignac, vous verrez, vous découvrirez, il y en a 6 qui se retrouvent partout. Deuxième série d'écussons, là, vous en avez un qui est, d'ailleurs, qui pose problème. C'est, est-ce que je viens de l'avoir? Là, celui-ci, là. Ça, c'est le blason de Bretagne. Mais, bon, ça, je ferai un petit commentaire là-dessus. Il y a des blasons plus importants. Il y a le blason du roi de France. Vous avez le blason aussi du dauphin. Alors, on doit avoir, vous devez avoir une présentation par là, du blason du roi de France. Et voilà. Alors ça, celui-ci, hop, alors ça, c'est celui du dauphin. Vous voyez, avec les fleurs de lys. Ça, le blason central, c'est celui du roi. Les deux dauphins précisent qu'il s'agit du blason du dauphin. Alors, il y a d'ailleurs toujours une petite histoire, hein, dans ces espèces de représentations. En 1436, le roi Charles VII vient dans le Midi, en particulier à Pézenas, et le dauphin vient à Montagnac. La reine se partageant entre les deux. Alors, si on rappelle que le roi, c'est Charles VII, et que le dauphin, c'est le futur Louis XI, avec tout ce que ça suppose, évidemment, d'opposition, même quelquefois assez vive, entre le père et le fils, vous voyez, chacun a choisi un lieu qui sépare l'autre d'une lieue et demie, c'est-à-dire 6 kilomètres. Oui. Alors donc, là vous avez donc les blasons royaux, c'est-à-dire blason du dauphin. Alors le blason royal, il doit être par là aussi. Évidemment, il n'a pas les dauphins. Donc, deuxième catégorie de blason, les blasons donc importants. On verra, on peut se poser la question aussi. Alors, troisième catégorie de blasons, les blasons plus ordinaires. D'ailleurs, la plupart, on n'a pas pu en donner les origines, parce que c'est certainement la petite noblesse du coin qui est représentée là. Voilà donc, voilà la troisième catégorie. Alors, pourquoi ces blasons? Eh bien, vous savez, rien n'a changé même au XXe siècle. Quand on est
quand on veut se mettre en valeur, on arbore sa Légion d'honneur ou on fait cas de ses alliances ou de ses connaissances, etc. Bien, peut-être que parmi tous ces personnages, à part le dauphin, il y en a très peu qui ont fréquenté l'hôtel de Brignac. Mais disons que c'est une façon de dire, voilà, nous sommes une famille noble et nous connaissons un tel, un tel, un tel. D'ailleurs, il y a aussi une catégorie de blasons que j'ai négligée. Ce sont les blasons, disons, composites, c'est-à-dire qui comprennent le loup de Brignac et, disons, un autre blason. Ou le loup de Brignac, par exemple, mais en bleu au lieu d'être en rouge. Ce qui précise certainement les alliances qui ont eu lieu ensuite. Donc, vous voyez, donc, les blasons, c'est de la mise en valeur. Hein, la mise en valeur. Regardez un petit peu ces blasons. Vous verrez les divers blasons de l'hôtel de Brignac. Là. Il doit y en avoir ici. Ah. Je commence à... Tenez, là, vous avez un blason composite. Vous voyez, vous avez le loup de Brignac et, disons, une moitié d'écusson à bande. Vous voyez? Et le fond de la moitié du blason de Brignac n'est pas rouge, mais bleu. Vous voyez? Bon, là, vous voyez, je suis un peu dans le technique, mais j'essaie d'expliquer, de comprendre surtout pourquoi ces blasons, pourquoi. Vous voyez aussi encore des représentations du blason de Brignac. Hein. Je vous dis, il y en a 6. Rien que là, vous en avez un, une, deux. Vous voyez, ici, évidemment, c'est beaucoup plus visible. Hein. Et là encore, peut-être on manque un peu de recul. Mais avec les reproductions qui se trouvent là, ça nous sommes aidés justement pour retrouver les originaux. Qu'est-ce qu'il y avait là, monsieur? Qu'est-ce qu'il y avait là? Avec ces deux... Là, je n'en sais rien. Et de linteaux. Hein, je ne sais pas, des sortes de linteaux superposés. Peut-être. Peut-être qu'ils ont été peut-être surajoutés, puisque le plafond avait été surbaissé. Hein. Le plafond n'apparaissait pas. Alors, il y a... Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Comment? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a pas c'est pas la fondation d'une tour? Non. Là, j'avoue que je suis incapable de donner la... Alors, je reviens quand même à un blason, le blason de Bretagne, qui pose problème, justement, puisque nous parlons d'un plafond de 1436, par là, au moment de la visite royale. Or, ceci, c'est le blason de Bretagne, rappelle certainement le mariage de Charles VIII et ensuite de Louis XII avec Anne de Bretagne. Mais ceci se situe à la fin du siècle. Alors, vous voyez, donc, je vous ai dit, je vous ai parlé de mystère, et on essaie d'interpréter. Ça veut dire simplement que peut-être ce plafond n'a pas été exécuté, disons, d'une seule traite, qu'il a peut-être été modifié, puisque entre 1490, je crois que c'est, et 1436, il y a 60 ans, alors pourquoi ce blason? D'autant plus que ça n'a rien à voir en 1436 avec la couronne de France, voilà. Alors, parce que vous voyez, la dame qui est à côté, elle a le front très dégagé. Or, c'était l'époque de la dame de beauté, la maîtresse de Charles VII, c'est-à-dire une cinquantaine d'années avant. Alors, ça semble dire ou ça semble prouver que, disons, les modes artistiques aussi évoluaient lentement, et surtout avec les guerres évidemment de religion, pas de religion, de 100 ans, disons, la communication circulait mal. Vous voyez aussi la coiffure qui n'est pas une coiffure du siècle. Alors, donc vous avez des personnages, dont ces deux personnages qui semblent très importants. Vous voyez d'ailleurs,
ils sont vraiment visibles et nets. Et peut-être que l'on trouve là la réponse si vous voulez, dans la création de ce plafond. Alors, bon, donc, les personnages. Les personnages, vous voyez, vous en avez aussi ici, ils ont, disons, diverses représentations. Vous avez le couple qui semble se regarder dans les yeux, mais vous voyez, les yeux sont vides, hein. Il n'y a pas de passion ni rien. Hein. Nous sommes encore à l'art figé du Moyen-Âge. Hein. Là, on le retrouve aussi, vous voyez, mais de la même manière, ce sont des yeux ronds, inexpressifs. Vous avez ensuite, évidemment, des personnages, alors on va trouver d'autres par là, dans d'autres situations. Alors. Là, je ne vois pas de rien. À côté du blason de Bretagne. C'est À côté du blason de Bretagne. Oui, oui, oui. Ah oui. Alors, là, vous voyez, vous avez une dame avec un personnage qui est certainement un ecclésiastique. Parce que je vous fais remarquer qu'il y a, à part un ou deux blasons, de traces, si vous voulez, d'ecclésiastiques ou de religieuses, il n'y en a pratiquement pas. C'est disons, quelque chose, en quelque sorte, qu'on pourrait qualifier d'une vision civile du monde. C'était, attends, il me semble, dans les derniers. Oh, il y en a d'autres. Il y a aussi un tableau où on voit un couple. Alors, la dame qui fait face à monsieur, donc qui a étendu son bras, et on voit visiblement qu'il est en train de glisser la main dans le corsage de la dame. Vous voyez, les trucs coquins, ça en trouve aussi. Et la dame, disons, la main levée, alors est-ce qu'elle va lui flanquer une gifle ou avec extase. Voilà. Ou alors qu'elle va l'inciter à continuer, je ne sais pas. Enfin, voyez, J'adore l'histoire racontée comme ça. Oui, alors, ce qu'il faut signaler surtout, c'est que là, nous nous trouvons devant, disons, ce qu'on appelle maintenant un comique, c'est-à-dire des dessins, un ensemble de dessins qui racontent une histoire. Hein. Et là, on va essayer de voir si on peut retrouver cette histoire, même s'il y a des zones d'ombre. Vous comprendrez donc l'importance de ce plafond, l'importance historique, puisque non seulement c'est un témoignage du XVe siècle, mais aussi un témoignage de la vie et de l'évolution de l'art dans notre région. Et je crois que pour ce témoignage-là, le plafond mérite un certain intérêt.